Biscuiterie au service de l'intégration. Les gagnants de la 19e édition de la tranche commune entente sont à Bobo-Dioulasso. Parmi eux, une personne va repartir avec 8 millions de francs CFA. Ce sera en présence des directeurs généraux des loteries du Conseil de l'entente qui se concertaient aujourd'hui sur de nouveaux concepts de jeux à développer. 170 millions de francs CFA pour améliorer les programmes de la télévision. C'est le soutien que la RTB reçoit du Japon. Ce projet a fait l'objet d'échanges de notes au ministère des Affaires étrangères. Et puis, la crise syrienne domine cette année les débats au sommet du G20 des puissants du monde, tandis que Barack Obama et François Hollande mobilisent pour une intervention contre le régime de Bachar al-Assad. Vladimir Poutine maintient son soutien à Damas. Madame, Monsieur, bienvenue aux actualités. Tout d'abord, Dimfangdo Salif Sawadogo a été inhumé ce jour même. De nombreux amis et parents, camarades politiques et autres soutiens étaient là pour lui rendre un dernier hommage. Dim Salif fut un homme politique bien connu. Il a été député pendant 20 ans, de 1992 à 2012. Suivez des images des obsèques commentées par Kwame Bama et Sougrinoma Ibrahim Gigma. Né le 2 octobre 1956, Dimfagdo Salif Sawadgo a tiré sa révérence le 2 septembre dernier, un mois jour pour jour avant son 57e anniversaire. L'homme que les Burkinabés pleurent aujourd'hui est bien connu du landerneau politique national, grand cacique du parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP. Depuis la levée du corps à la morgue de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, c'est une foule immense faite de sa famille biologique et de celle politique qui a accompagné Dim, comme on l'appelait affectueusement, à son domicile où l'on ne s'en revient toujours pas. Papa n'est pas... C'est comme un de ses nombreux voyages. Arrivé à bon port, il va appeler, me dit je suis bien arrivé. Et quand je vais me plaindre, mais pourquoi tu ne nous donnes pas de tes nouvelles? Il dit à ma fille, j'ai beaucoup de travail. La cérémonie funèbre est ponctuée par une prière pour le repos de l'âme du défunt, une décoration à titre posthume. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons à titre posthume officier de l'ordre national. Le message de condoléances du président du Faso, transmise à la famille éplorée par le député Zambende Théodore Sawadgo, et l'oraison funèbre dite par Assimi Kwanda, secrétaire exécutif national du CDP. Homme politique au courage politique indiscutable et atypique, tu as été un patriote qui a aimé son pays et qui l'a servi avec abnégation. À entendre les différents témoignages, Dim Salif, de son vivant, sans prétendre à l'unanimité, a forcé l'admiration de ses compagnons, mais aussi de ses adversaires politiques. C'est un événement fait qu'un temps, nous nous sommes séparés, mais je garde de lui vraiment l'esprit d'un homme battant, d'un homme vraiment qui est constructeur, ça c'est vrai, d'un homme qui, par la force de ses idées-là, arrivait toujours à convaincre. J'ai eu également le plaisir d'occuper la présidente du groupe parlementaire que Dim Salif a occupé. Et un élément essentiel, le plan stratégique donc, du développement du Parlement a été confectionné sous la responsabilité de Dim Salif Sawadgo, qui avait été désigné par le président de l'Assemblée nationale pour conduire l'équipe qui travaillait pour la mise en place du plan stratégique de développement du Parlement. Il a été toujours pertinent, il a été toujours engagé, il a toujours contribué à améliorer les textes de loi que nous avons pu adopter au niveau de l'Assemblée nationale. Révélé au monde politique dès les années 80 au sein des comités de défense de la révolution CDR, membre fondateur de l'Organisation pour la démocratie populaire, Mouvement du travail ODPMT et du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, Dim Salif, professeur d'histoire des lycées et collèges de formation, fut entre autres inspecteur général du contrôle immobilier à la présidence du Faso avant d'arriver à l'Assemblée nationale en 1992 pour y rester 20 ans durant sans discontinuer jusqu'en 2012.
Adepte des joutes oratoires, l'homme à la barbe poivre-sel de l'hémicycle repose désormais ici, chez lui, à l'arrondissement 4 de Ouagadougou, secteur 18, Nongre-Masson. Parlons à présent d'économie. Les directeurs généraux des loteries nationales des pays du Conseil de l'Entente sont réunis à Bobo-Dioulasso. Ils vont assister demain au tirage de la tranche commune Entente. 30 personnes élues devront se partager une cagnotte de 55 millions de francs CFA qui va emporter le gros lot de 8 millions de francs CFA. Événement à suivre demain en direct sur la RTB. En attendant, les directeurs généraux échangent sur de nouveaux concepts de jeu à développer pour porter le projet d'intégration. Le reportage est signé de Karim Sissé. C'est ce vendredi qu'aura lieu le tirage de la tranche commune Entente 2013. En prélude à cette cérémonie, les directeurs généraux des loteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente sont en conclave. Une rencontre qui leur permettra d'échanger leurs expériences en la matière, mais aussi d'examiner un nouveau concept de jeu. Les loteries nationales évoluent dans un secteur qui est très évolutif. Et vous savez qu'en matière de jeu, et tant que vous ne proposez pas quelque chose qui accroche la clientèle, vous avez toujours des problèmes. Donc nous sommes en quête permanente de voir comment est-ce que nous pouvons développer des initiatives, développer de nouveaux jeux pour donc accrocher la clientèle. À chaque édition de la tranche commune Entente, le pays organisateur bénéficie de la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures. Et cette 19e édition a permis la construction d'un collège d'enseignement général à Dori. On ne peut qu'encourager justement ces genres d'initiatives, surtout les actions posées justement par ces loteries nationales au bénéfice des populations de nos pays. Beaucoup salutaire dans la mesure où, en fait, généralement, les secteurs sociaux dans nos pays sont vraiment laissés pour compte. Pour les responsables des pays membres du Conseil de l'Entente, ces genres de réalisations témoignent de leur attachement à l'intégration sous-régionale. On peut dire que l'intégration est en marche et je pense que justement donc à travers ce qui est en train d'être fait aussi bien par les loteries nationales que par le Conseil de l'Entente lui-même, on sent que justement donc c'est vraiment ça donc la vraie intégration. La conclave a pris fin par une visite des stands des loteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente. Là, les participants ont pu constater les différents produits des loteries qui existent dans l'espace communautaire. Avant ce conclave, les dirigés de loterie étaient à Boromo. Disons que grâce à la LONABE, les sapeurs-pompiers disposeront d'une nouvelle caserne à Boromo. Elle devra être opérationnelle dans 6 mois. Le projet a été présenté aux autres loteries du Conseil de l'Entente. Reportage Oumarou Zungrana et Viviane Tiendrebego. Les populations de Boromo auront bientôt, dans moins de 6 mois à leur côté, les soldats du feu et ceux de façon permanente. La construction de leur caserne qui a commencé il y a déjà 2 semaines va coûter dans sa première tranche plus de 400 millions de francs CFA. Dans le cadre de la tranche commune Entente, il est institué une cotisation des 5 pays pour soutenir le pays et organisateur. Donc ces contributions-là, nous les avons déjà reçues. Donc elles viendront s'ajouter à ce que la Loterie nationale burkinabé va mettre pour la réalisation de cette caserne. La Loterie nationale a été sensible à une requête des sapeurs-pompiers et pour l'acquisition d'un véhicule de désincarcération. Le centre de secours de Boromo va coûter à moyen terme plus de 852 millions de francs CFA, mais pour que la structure soit complète, il faudra y investir encore plus d'1 milliard. La construction de cette caserne vient à point nommé pour les sapeurs-pompiers. 569 interventions plus élevées sur les 10 ans qui occupent non seulement une intervention, vous avez des cadres de véhicules de transport en commun qui nécessitent souvent la sortie de plusieurs engins, non seulement les engins d'incendie, les ambulances, les véhicules de désincarcération. Et l'emplacement de cette caserne permettra aux véhicules de sapeurs-pompiers qui sortent d'arriver à temps sur les lieux d'intervention et de sauver ceux qui sont vraiment dans la détresse.
La caserne est située au secteur 3 de Boromo sur une superficie de plus d'1 hectare. Nous leur avons proposé 3 grands espaces. Ils ont choisi. Et s'ils veulent le temps, nous aurons toujours la place pour eux. Il se trouve que le lotissement a été fait dans des champs. Et comme tout n'est pas encore aménagé, nous comptons bien, c'est une voie de peut-être 300 à 400 mètres. Et nous comptons bien l'aménager pour permettre le passage des sapeurs-pompiers. Boromo est situé sur la route nationale numéro 1 entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Les statistiques de 2010 disent que 973 véhicules de toute nationalité empruntent cet axe chaque jour. C'est celui qui enregistre le plus grand nombre d'accidents, plus de 560 ces 5 dernières années. L'utilité de cette caserne que le génie militaire construit à Boromo n'est donc plus à démontrer. La forte pluie qui s'est abattue le soir du 3 septembre sur Ouagadougou a causé de nombreux dégâts. Dans le secteur 25 de l'arrondissement 6, nous avons vu les images des eaux envahir donc la route, rendant difficile la circulation. 24 heures après, nos équipes sont reparties sur les lieux du sinistre pour constater les dégâts et la prise en charge des sans-abri. Le constat de Nathalie Sawadgo Nabaloum. Nous sommes chez Ramata Comporé dans le quartier Songtaba au secteur 25 de l'arrondissement numéro 6 de la capitale. Et voilà ce que nous constatons après le passage de la pluie du 3 septembre 2013. Une cour inondée jusqu'au salon. Une situation désolante qui a accentué la précarité dans ce foyer. Depuis hier, nous ne faisons que vider l'eau de la maison. Et nous sommes obligés de dormir sur des bancs à la tombée de la nuit. Comme elles sont nombreuses les familles qui sont dans cette situation. Jean-Baptiste Konkobo, lui, a perdu sa maison et d'autres biens. Ma maison est tombée et l'eau a emporté mes habits et mes vivres. Je suis là il y a près de 30 ans et je ne sais pas où aller. Je demande au gouvernement de nous venir en aide. Nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit. C'est beaucoup compliqué pour nous. Nous demandons seulement que l'État nous vienne en aide. Pour le moment, l'heure est au recensement. C'est une situation vraiment déplorable. Et avec la population, nous nous sommes mis à pied d'eux pour travailler pour les faire sortir dans la situation où ils sont. Apparemment, j'ai recensé 15 personnes, donc 3 cas vraiment délicates qu'il faut que le gouvernement vienne en aide. À l'heure où nous quittions les lieux, le conseiller devrait se rendre à la mairie, dit-il, pour rendre compte à ses supérieurs afin d'y trouver des solutions idoines pour pallier la situation. Dans le plateau central, la reprise des pluies et leur régularité redonne espoir aux producteurs qui étaient mis à rude épreuve avec l'installation tardive de la saison. Le gouverneur a fait une revue des champs pour encourager les producteurs, des producteurs qui sont à féliciter pour le respect des paquets technologiques conseillés par la vulgarisation agricole. Les techniciens projettent que si les prévisions pluviométriques sont effectives, la région pourrait réaliser entre 80 et 90% des objectifs de production. Reportage Aboubakar Sagnon. Il est la vedette du jour. Tiraogo Raphaël Kouama, producteur de Lao, est au centre de toutes les attentions. Il a su tirer profit des conseils des techniciens de l'agriculture et réaliser dans son champ de maïs un bassin d'irrigation de complément. Le résultat est sans appel. Il est à sa 2e récolte malgré les débuts difficiles de la saison. Dès les premières pluies, il disposait déjà de l'eau en abondance pour arroser son champ. Des résultats qui lui valent aujourd'hui la visite des autorités régionales venues l'encourager. Le bassin m'a beaucoup aidé dans mon travail. Dès la première pluie, j'ai semé. Et depuis, l'eau n'a jamais manqué. C'est ainsi que j'ai pu faire une première récolte. Tout cela est possible grâce à la présence du bassin. Un champ de démonstration de maïs de case bien réussi qui a fait dire à la directrice régionale de l'agriculture que les techniciens du domaine ne prêchent pas dans le désert. Raphaël, à l'issue de sa formation, a développé plusieurs initiatives pour pouvoir protéger le bassin de collecte, pour pouvoir protéger
l'exploitation de maïs avec du matériau de récupération. C'est des fils de fer, des vieux pneus qu'il a récupérés et il a fait cette protection. Il a même stabilisé avec 2 tonnes de ciment et son bassin de collecte. Donc c'est une initiative à encourager. Le gouverneur de la région du Plateau central et sa délégation se souviendront également de cette exploitation de production de semences améliorées de maïs de Norbert Gansoré à Sandgo. Norbert est un producteur complet car il pratique aussi l'élevage sur sa parcelle, ce qui lui permet d'avoir de la fumure organique en abondance. Du Kourouégo au Ganzourgou, le gouverneur a pu constater que les producteurs ont rattrapé le retard en utilisant des techniques nouvelles de production. Les producteurs, ils ont vraiment innové et nous sommes allés rencontrer un producteur exemplaire qui associe l'élevage à l'agriculture. Il élève le petit ruminant, le gros ruminant, la volaille et il est également un producteur sémencier. Et je crois que c'est un modèle pour en tout cas la région du Plateau central qui avait peu de producteurs sémenciers. À chaque étape de sa visite, la délégation régionale a échangé avec les producteurs et encouragé les acteurs de développement comme ici à Moctedo, où des groupements qui exploitent une plaine risicole de 110 hectares viennent d'acquérir du matériel de travail et un magasin de stockage. La production agricole, un centre d'intérêt pour la production télévisuelle et justement la RTB reçoit un appui notable pour améliorer les programmes télévisés. Le soutien vient du Japon qui va mettre à la disposition de la chaîne une enveloppe de 170 millions de francs CFA au profit de la télévision. Ce financement a fait l'objet d'un échange de notes entre l'ambassadeur du Japon et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Le reportage de Maxime Zongo. Cela fait un mois jour pour jour que la RTB Télévision fêtait avec faste son jubilé d'or. On s'en souvient, beaucoup d'engagements avaient été pris à l'occasion dans le sens de l'amélioration significative des programmes. Des efforts, l'État en a consenti, mais un coup de pouce fera encore du bien. Un souhait que l'État japonais a tenu à exaucer en procédant ce matin même à la signature d'échanges de notes avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Cet accord de coopération met à la disposition de la RTB 173 500 000 francs CFA pour l'amélioration de ces programmes. Nous sommes donc très heureux de pouvoir appuyer l'initiative des autorités burkinabées pour augmenter les capacités et performances en matière de programmes éducatifs et culturels de la RTB, afin que ce média puisse jouer pleinement son rôle. Cette assistance financière servira à l'achat de nouveaux programmes télévisés en vue de varier et d'enrichir les émissions thématiques de la RTB. Ce projet permettra surtout à soutenir la réalisation des objectifs de la RTB en matière d'information et de sensibilisation de proximité. Ce don est donc le bienvenu quand on sait le rôle combien important que joue la télévision et la radiodiffusion dans nos sociétés. Et comme son objet l'indique, ce don permettra sans aucun doute d'améliorer la qualité des programmes de la RTB à travers une plus grande diversification et une meilleure qualité des émissions pour le bonheur des travailleurs du département, mais aussi et surtout pour le bonheur des téléspectateurs que nous sommes. Le Japon, qui accompagne le Burkina dans ses efforts de développement, est présent dans de nombreux secteurs, dont l'agriculture, l'économie et bien d'autres domaines. Un engagement qui a été salué à sa juste valeur par le premier responsable de la diplomatie burkinabé. À Ouagadougou, les cités universitaires sont en réflexion et les travaux avancent bien. Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, Moussa Ouattara, a fait le tour des différents chantiers à travers la capitale pour évaluer l'évolution des travaux pour lesquels l'État a débloqué 500 millions de francs CFA. Le reportage de Sylvestre Da. Des ouvriers du bâtiment en plein travaux de peinture, de plomberie, de soudure ou encore d'installation électrique et d'assainissement. C'est l'ambiance qui règne en ce moment dans les cités universitaires en pleine réflexion. Le ministre de l'Enseignement secondaire et supérieur sur les chantiers chez Jeudi est allé constater la réalité de ces travaux de réflexion entamés avec la fermeture des cités le 1er août dernier.
Une visite au parc de courses débutée ici à la cité de la Padoie et s'est poursuivie à la cité chinoise de Gouin, puis à la cité pour filles de l'Allée. La résidence John Kennedy pour étudiants du 3e cycle à l'Allée et la villa pour handicapés à la zone du Bois ont aussi reçu la visite de Moussa Ouattara et sa délégation. La tournée s'est achevée à la cité universitaire de Kosodo. À chaque étape, le ministre a marqué un arrêt pour encourager les ouvriers, s'imprégner de l'état d'avancement des travaux et faire des observations. Dans l'ensemble, le ministre est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. J'encourage l'entreprise, telle qu'elle a déjà commencé, à continuer, afin que nous diminuions de beaucoup, en tout cas tout ce qui était insalubre au niveau donc des cités. Du côté de la cité des jeunes filles de l'Arlé, j'étais véritablement séduit par la qualité des travaux qui étaient déjà faits là-bas. La cité chinoise aussi, j'encourage l'administration du Sénat à veiller à ce que les travaux là continuent, puisque vous avez vu là-bas qu'il y a même des tôles qu'on a dû déposer parce qu'il y avait des bâtiments qui chantaient pour effectivement reprendre. Pour les problèmes en fait de peinture, c'est principalement l'usage, parce que si on a 1000 étudiants ou bien dans une cité, il va sans dire qu'il y a forcément des murs qui sont salis par endroits. Donc, l'essentiel en fait de la reprise des peintures intérieures, c'est dû en fait à l'usage en fait quotidien en fait des étudiants. Mais maintenant, pour les problèmes de plomberie, il y a bien sûr, quand il y a les problèmes de dégâts liés aux appareillages, en fait, c'est dû aussi à l'usage en fait des étudiants. Mais si on a des problèmes de tuyauterie qui pètent à l'intérieur des murs, c'est souvent aussi quand même un problème de qualité de mise en œuvre, donc des tuyaux. De l'avis du ministre de l'Enseignement secondaire et supérieur, la réfection des cités s'imposait après 2 ans de fonctionnement continu. Il dit compter sur le bon sens de l'ensemble des acteurs du monde universitaire pour dépasser les problèmes engendrés par la fermeture des cités et préparer en synergie la rentrée académique prochaine. Quant à l'entreprise en charge des réfections, il l'invite à mettre tout en œuvre pour respecter les délais d'achèvement des travaux afin de permettre aux 2500 étudiants qui seront admis d'intégrer les cités. Ce nom doit recevoir les étudiants dans le sens de leur attribuer correctement les chambres, donc c'est le 25 septembre. Alors nous, avec les entreprises, on leur a dit au grand maximum le 20 septembre, toute la réfection définitive doit être réceptionnée. Comme ça, les 5 autres jours qui restent, en tout cas nous, on libère totalement l'espace et le SENU et son administration fera le travail qu'il doit faire. Dans tous les cas, Moussa Ouattara promet de venir sur ses pas avant l'expiration du délai. 500 millions de francs CFA sont investis dans ces travaux de réfection par le gouvernement burkinabé. Des travaux qui concernent l'ensemble des cités universitaires publiques de Ouagadougou, de Koudougou et de Bobo-Dioulasso. Cap à l'Est, les encadreurs pédagogiques se sont concertés à Fadangourma sur les moyens à mettre en œuvre pour s'assurer de meilleurs rendements scolaires. À l'issue de ces échanges, des recommandations sont faites pour rendre le système éducatif plus performant. Reportage Abdoul Rasmane Zongo. L'ENEP de Fada était cette semaine le panthéon de la pédagogie de l'éducation. Entre l'enseignement et la pédagogie, il n'y a qu'un pas dont le passage requiert renouvellement constant des qualités morales, professionnelles et managériales, mais également l'aptitude intellectuelle à les appliquer. Nous sommes au sortir de la conférence annuelle des encadreurs pédagogiques à moins d'1 mois de la rentrée scolaire 2013-2014. À chaque rentrée, il y a des problèmes et même pendant la rentrée, et il y a des problèmes parce qu'il y a des gens peut-être qui ont des difficultés même pour préparer une séance. Il y a des abandons, il y a ceci ou cela. On a autant de problèmes que l'on trouve au niveau de l'enseignement qu'il faut absolument, par avance, trouver des solutions. Et les solutions doivent se retrouver sur le terrain. Et c'est ainsi donc les encadreurs doivent également comprendre, dans le milieu, comprendre donc leurs agents et les approcher. Et approcher aussi le milieu, parce que dans le milieu, vous n'avez pas seulement que les enseignants. Il y a les parents d'élèves, il y a les villages, il y a les conseillers, et il y a les élus, il y a tout le monde aujourd'hui donc sur le terrain qu'il faut concerter pour essayer de voir dans quelle mesure aller vers une éducation de qualité. Mais qu'est-ce que ces participants ont pu bien s'informer ou se rappeler pendant 4 jours de travaux? Durant ces 4 jours, nous avons effectivement planché sur la démarche avec la rigueur scientifique parce que sur le terrain, les gens faisaient un peu de la recherche-action sans le savoir, mais ce qui manquait, c'est surtout la rigueur scientifique et les techniques et les outils utilisés. Donc c'est ça qui a été formalisé par cette conférence
je pense que dès la rentrée, au niveau SEB, au niveau des PENA, voire au niveau régional, les gens peuvent effectivement mettre en œuvre les démarches que préconise donc la recherche-action. Ces différents acquis devraient constituer une boussole solide pour négocier au mieux la rentrée scolaire prochaine, mais aussi contribuer à améliorer les rendements scolaires. Toujours à Fada, l'Institut régional d'administration de l'Est a organisé la sortie de sa première promotion d'agent des collectivités territoriales. Elle a pris le nom de baptême, émergence, promotion de la paix et émergence. L'IRA de l'Est est le deuxième institut ouvert par l'ENAM après celui des Hauts-Bassins. Le reportage de Mamadou Ba et de Yolande Lompo. Au nombre de 86, ces impétrants qui seront mis à la disposition de la fonction publique ont choisi pour nom de baptême Paix et Émergence et sont issus de la première promotion de l'Institut régional d'administration de l'Est. Un institut ouvert en 2011 par l'école d'administration et de magistrature ENAM après celui des Hauts-Bassins et dont la première cuvée se compose essentiellement de secrétaires et d'adjoints administratifs, d'assistants et d'adjoints des affaires économiques. C'est un ouf de soulagement. Comme vous le savez, on a débuté l'année dernière et la première année n'a pas été facile. Et cette année a été moins laborieuse et ce couronnement nous réjouit totalement, car nous mettons à la disposition des collectivités un nombre important d'agents. C'était un véritable défi, en ce sens que l'IRA de l'Est est né dans des difficultés, n'ayant pas de locaux, ayant des conditions difficiles de travail. Malgré tout, les élèves ont fait preuve d'un véritable courage. Nous disposons déjà d'un terrain pour la construction du siège définitif de l'IRA de l'Est. Les constructions des bâtiments administratifs et pédagogiques vont commencer avant la fin de cette année et j'ai bon espoir qu'au courant de l'année 2013-2014, l'IRA disposera d'un siège définitif. Tout en félicitant ses filleuls pour le travail abattu, le professeur Jean Kouliati les a exhortés à apporter leur contribution à la bonne gouvernance locale et à la consolidation de la paix sociale. Et comme le veut la tradition à l'ENAM, le premier prix de la personnalité énarque de l'IRA de l'Est a été décerné à Yuma Zerbo. La 37e session de la conférence générale de l'UNESCO, c'est pour bientôt et le Burkina s'y prépare. Les comités spécialisés de la Commission nationale pour l'UNESCO sont réunis à Ouagadougou pour examiner le projet de programme de budget 2014-2017 qui sera soumis à cette session. L'examen des différents documents permettra de formuler des résolutions pertinentes afin de mieux focaliser l'action de l'UNESCO. Le reportage de Oswald Gaïtan Sekda et Moumouni Soubaïga. Du 5 au 10 novembre prochain à Paris, le Burkina Faso doit défendre des projets prioritaires à la 37e session de la conférence générale de l'UNESCO. Mais avant, les priorités doivent être recensées par ses membres des comités spécialisés de l'UNESCO. Chaque comité doit amender les résolutions relevantes de ses domaines d'activité. Les comités spécialisés vont se pencher sur les projets de budget de l'UNESCO. Ils vont donc travailler à faire des propositions, à faire des amendements en ce qui concerne donc ce projet de budget afin de préparer notre délégation. À la veille de cette 37e session de la conférence de l'UNESCO, les attentes du pays sont déjà définies. Il y a deux grandes priorités, l'Afrique et l'égalité entre les sexes. Eh bien là, le Burkina étant un pays africain, eh bien toutes les grandes priorités, que ce soit l'éducation, l'alphabétisation, la formation des enseignants, eh bien sont aussi les priorités du Burkina. Donc c'est ce que nous attendons de l'UNESCO, que toutes les décisions qui seront prises soient réellement appliquées sur le terrain. L'Afrique et l'égalité entre les sexes constituent aujourd'hui encore les deux grandes priorités de l'UNESCO. La réalisation de ces programmes entre dans le cadre de la réforme générale de l'organisation en cours d'exécution. Le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi accompagne les régions à se doter d'une stratégie et d'un plan d'action pour l'emploi. C'est une vision globale qui traite des questions d'emploi dans une approche qui vise à accélérer la réduction de la pauvreté dans les régions. Dans le centre-nord, les acteurs régionaux ont été outillés pour une mise en œuvre efficace de la stratégie régionale de l'emploi. Le reportage de Ramatou Zida. La région du Centre-Nord dispose désormais d'une stratégie en matière de promotion de l'emploi.
C'est une stratégie assortie d'un projet de plan d'action couvrant la période 2014-2016. Elle est le fruit de la réflexion de l'ensemble des acteurs régionaux avec l'appui du département en charge de l'emploi au Burkina. Sa mise en œuvre devra permettre de relever le défi de l'emploi dans la région. Nous avons reçu ces documents, nous allons les transmettre au président du conseil régional et lui demander d'intégrer ça dans donc, le plan régional de développement de la région du Centre-Nord afin que l'ensemble de la population puisse donc le connaître, donc connaître ces documents, se les approprier et faire en sorte que la question de l'emploi donc, soit réglée, soit résolue par l'ensemble des acteurs régionaux. L'élaboration de ce projet pour la promotion de l'emploi dans le Centre-Nord est partie d'un constat. Un constat qui fait état d'un taux élevé de jeunes sous-employés, notamment dans le domaine agro-silvopastoral. Conséquence, l'on note la migration des forces vives d'autres localités à la recherche d'un mieux-être. La mise en œuvre de la stratégie nécessite donc le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du plan d'action. Nous allons nous atteler donc, à montrer comment le marché de l'emploi fonctionne. C'est essentiellement le fonctionnement du marché de l'emploi et aussi les outils de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie régionale de l'emploi et de son plan d'action. Il est attendu de ces intervenants locaux qu'ils s'approprient également le contenu de la stratégie de promotion de l'emploi. À l'issue, ils devront veiller à ce que sa mise en œuvre contribue à résorber le chômage et le sous-emploi et à améliorer les conditions de vie des populations de la région du Centre-Nord. Les femmes de la région du centre ont été suffisamment édifiées sur la composante 4 du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. Cette composante est dénommée autonomisation des femmes. Elle pourra mettre à la disposition de ces femmes des financements pour permettre de développer leurs activités. Reportage de Pilaji Bempanome Sawadogo. La mise en œuvre des activités de la composante 4 du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes a connu des difficultés l'année dernière. Il s'agit de l'acquisition tardive et la livraison partielle des technologies, le non-respect des engagements liés à la qualité et à la destination des équipements et la contrepartie passé par les bénéficiaires. Le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre, qui assure désormais la gestion intégrale de cette composante, veut relever ces défis à travers des innovations. Nous avons choisi vraiment de mettre l'accent sur des activités comme la restauration, le tissage, la coiffure pour permettre aux jeunes filles qui n'ont pas d'emploi de pouvoir venir postuler pour des technologies si elles ont des associations. Nous ciblons également toute la transformation des produits agricoles et bien sûr la couture. En 2012, seulement 1078 groupements féminins ont bénéficié de ce programme. Cette année, avec un fonds de 3 milliards de francs CFA, le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre compte élargir le champ en dotant 2000 organisations féminines de technologie. Celles-ci suggèrent leur implication dans l'achat de ces technologies. Moi, je suis dans le tissage et cette année, on nous a donné des métiers à tisser, mais qui n'étaient pas appropriés parce que tous les appareils n'étaient pas fonctionnels. Bon, moi, j'aurais voulu que la prochaine fois, qu'on associe les acteurs à l'achat des métiers aux différents appareils que nous utilisons, parce que c'est nous qui savons ce que nous utilisons. Plus de 2 millions de femmes et de filles seront dotées d'actes de naissance et de jugements supplétifs. Des programmes seront également élaborés dans le but de favoriser l'autonomisation socio-économique et politique des femmes. Une enquête de surveillance post-arrêt de traitement de masse contre l'éléphantiasis vient d'être lancée à Sakabi, bien sûr, dans le district sanitaire de Do. C'est une enquête pour vérifier si les résultats des enquêtes précédentes se sont maintenus. Notamment, l'objectif est d'accroître la participation effective de la population à la lutte contre cette maladie. Dans ce cadre, le district de Do et celui de Dandé vont être sillonnés par les équipes de la coordination nationale d'élimination de la filariose lymphatique, Siriki Milogo et Moumouni Baro. Dans le cadre de l'élimination de la filariose lymphatique, l'Organisation mondiale de la santé a défini des stratégies de lutte, de suivi et d'évaluation des impacts des interventions.
Après l'arrêt du traitement des masses intervenu en 2011 dans les districts sanitaires de Do et de Dandé, la présente campagne d'enquête de surveillance post-arrêt de traitement de masse vise à évaluer l'impact des campagnes précédentes. La transmission est déclarée interrompue parce qu'au bout de 3 enquêtes consécutives, on a pu retrouver une prévalence de moins de 1%. Donc, ce qui constitue le seuil d'interruption de la transmission de la filariose lymphatique au niveau de la région des Hauts-Bassins. Vérifier le maintien de l'interruption de la transmission de la filariose lymphatique dans les districts sanitaires concernés afin d'orienter la conduite des activités de surveillance post-arrêt du traitement des masses sont entre autres les objectifs visés. Après une dizaine d'années de lutte, les résultats sont jugés satisfaisants. Nous avons déjà obtenu au niveau de la région des Hauts-Bassins des résultats satisfaisants qui nous ont permis de mener une enquête dans les 2 districts de Do-Dandé et Oundé en 2010 qui nous ont montré que la transmission est interrompue selon les critères définis par l'OMS. Et actuellement, nous menons une enquête qui consiste à vérifier, suivre cette interruption de transmission afin de détecter toutes les recrudescences. Pour cette opération, les enfants de 6 à 7 ans sont ciblés et durant une semaine, les agents de santé enquêteurs sillonnent les différentes concessions pour le prélèvement sanguin. A précisé que l'arrêt du traitement de masse est intervenu en 2012 dans 22 des 60 districts concernés par la lutte. Ni manger, ni boire pendant 3 jours et 3 nuits, c'est le jeûne d'Esther. La 17e édition de ce rendez-vous religieux de dimension internationale se tient à la Maison du Peuple sous le thème « Les dons du ministère ». Cette année, le principal orateur a pour nom le pasteur Adama Israël Ouedraogo du Centre international de mission, de délivrance et d'intercession de France. Reportage Oumou Sissé. Prières, chants, enseignements et louanges rythmeront les 3 jours de jeûne de ces fidèles chrétiens. Pour cette 17e édition du jeûne d'Esther international de Ouagadougou, ils sont venus des 45 provinces du Burkina, des pays de la sous-région, des États-Unis, de la France, de la Belgique, de l'Italie et de la Colombie pour recevoir les grâces de Dieu. Pendant 3 jours et 3 nuits, ces fidèles chrétiens ne vont ni boire ni manger. Chaque année, en faisant cet événement spirituel-là, cela amène les chrétiens de toute origine, de toute dimension, qu'elles soient évangéliques, catholiques et tout, de se réunir, de prier le Seigneur, non seulement pour eux-mêmes, mais pour leur nation. Ça, c'est un, et afin de s'édifier. Deuxième élément, c'est de voir dans quelle mesure, en venant se réunir comme cela, nous créons une unité, une union et un amour. Parce que lorsque vous ne vous fréquentez pas, c'est difficile de se reconnaître. Le jeûne d'Esther, selon l'Ancien Testament, commémore le jeûne de 3 jours prescrit par la reine Esther aux Juifs de Suse pour implorer la miséricorde divine. Et Dieu les exauça. La 17e édition du jeûne d'Esther international de Ouagadougou se tient sous le thème « Les dons du ministère » et a pour orateur principal le pasteur Adama Israël Ouedraogo de la France. Ces 3 jours de prière et de délivrance sont organisés par le Centre international de mission, de délivrance et d'intercession du Burkina. Sport à présent, c'est ce samedi que s'ouvrent officiellement à Nice les Jeux de la francophonie. Pour le volet sport de compétition, le Burkina marque sa participation dans 4 disciplines que sont la lutte traditionnelle africaine, le cyclisme, l'athlétisme et le football. Avant que le gros du contingent ne quitte Ouagadougou ce jeudi, Yacouba Gamine et Jérôme Tiendrebego sont allés s'inquérir de l'état de lieu des préparatifs au ministère des Sports et des Loisirs. Et voici le reportage qu'ils nous proposent. Depuis plusieurs mois, le ministère des Sports et des Loisirs est à pied d'œuvre pour l'organisation d'une bonne participation du Burkina au 7e Jeux de la francophonie. Une enveloppe conséquente est allouée à chacune des 4 fédérations concernées pour la préparation de leurs athlètes. En plus d'une prise en charge intégrale, chaque athlète reçoit 300 000 francs de prime de sélection. 25 millions de francs CFA ont été versés pour les accréditations des 87 membres de la délégation. C'est l'occasion pour moi en tout cas de remercier en tout cas le chef du gouvernement et le président de Faso qui ont bien voulu débloquer des centaines de millions pour qu'on puisse vraiment participer à ce tournoi-là et aussi préparer nos athlètes
Nous attendons vraiment de nos sportifs qu'ils fassent preuve de courage et surtout redonner encore à notre pays sa fierté en rapportant bien sûr des médailles. Concernant nos athlètes, je crois que nous avons suivi une bonne préparation, puis nous avons eu 2 semaines de préparation. Le ministère a mis vraiment les moyens. Nous avons essayé de tenir en haleine nos lutteurs avec un programme assez précis. À l'heure actuelle, la forme y est, pas de problème. Nous avons Bonkungu Karim, par exemple, qui a eu la médaille de bronze au championnat d'Afrique qui est de la partie. Il y a Bamouni qui est là, plus d'autres jeunes qui peuvent vaillamment défendre les couleurs du Burkina Faso, qui ont eu quand même des compétitions. En effet, il est difficile de faire dans la discrétion quand on s'appelle Burkina Faso. L'équipe de football en préparation en France depuis le 27 août a remporté ses 2 matchs amicaux 2-1 et 6-1. Sur le plan des résultats, le Burkina Faso est cité en exemple et je dirais que nous sommes d'ailleurs médaillés d'or au 4x100 au sortir donc des Jeux de la francophonie depuis Beyrouth. C'est dire que nous allons pour nous comporter en tout cas un bon Burkinabé et digne, respectueux et discipliné. Au-delà donc des enjeux sportifs, le Burkina va vendre cher son image à la vitrine de la francophonie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.